Nous y sommes. Chronique du jour, c'est avec Antonia Dossa. Bonjour. Bonjour Théodule Ronsa, bonjour à tous et à toutes. Une très bonne fête des femmes à vous, Antonia. Merci beaucoup parce que c'est nous qui sommes à l'honneur. Véritablement aujourd'hui, bonne fête à vous, à toutes les femmes à travers vous. Je réponds juste merci. Merci, ok. Vous avez donc ce matin à nous parler avec votre invité de l'actualité d'ailleurs qui concerne la femme, Antonia Dossa. Oui, aujourd'hui nous parlerons de la femme, mais du contexte et origine de la journée dédiée à la femme. Contexte et origine de la journée de la femme. Et pour mieux comprendre le thème de la chronique de ce jour, nous avons comme invité Madame Rufine Félicité Agbo. Vous êtes administrateur civil à la retraite. Bonjour à vous. Bonjour Madame Dossa. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et moi je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est quand même une grande considération. D'accord. Ne viens pas sur vos plateaux qui veut. C'est quand vous daignez nous inviter que nous venons. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je le disais, aujourd'hui 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Les femmes sont à l'honneur. Alors, quelle est cette journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année d'ailleurs, de part au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Pourquoi une telle initiative en honneur de la femme? Merci. Une initiative du genre en l'honneur de la femme, justement parce que sur le plan international et à travers la Déclaration des droits de l'homme, il a été dit que la femme est l'égale de l'homme. C'est-à-dire que et les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Mais dans la pratique que nous avons constatée chaque jour dans la société, il y a eu que les hommes ne traitent pas les femmes comme leurs égales. Et donc, par rapport à ça, les stigmatisations, les ressentiments ont fait que les femmes ont dû dire non, mais ça va. Nous sommes quand même vos égales. Et par rapport à ça, elles ont commencé par revendiquer des droits qui ont fait que, au finish, on a institué pour elles une journée dédiée exclusivement à leurs droits. Et donc, la genèse, c'est que c'est le Social Party of America, en 1909, qui a introduit le sujet en son sein. Et donc, en 1917, maintenant, en Russie, des femmes ouvrières ont fait des manifestations pour réclamer tout juste le pain et la paix. Le pain et la paix. Le pain et la paix. C'était comme ça l'intitulé de la manifestation. Parce qu'elles ont constaté que elles souffrent, elles se gênent avec courage, tout ça. Mais sur le plan économique, elles sont les moins nantis. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est propagé un peu partout. Et au niveau des Nations Unies, on a commencé aussi par parler de la chose. Et on a fini par instituer la journée internationale de la femme, encore appelée journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si pour le moment on peut s'arrêter là ou si je peux continuer. Non, ça dépendra de vous. Et donc voilà les raisons fondamentales pour lesquelles la journée a été instituée pour rappeler à tout le monde que et l'homme et la femme sont égaux. En plus, ce que je voulais dire, c'est que dans la Bible, il y a plein de passages qui mettent la femme comme un être complémentaire, nécessaire et même indispensable à l'homme pour sa quiétude. Oui, mais parce qu'au départ, mais tout à fait, parce qu'au départ, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à son image. Mais il a constaté que il lui manquait quelque chose. Et qu'est-ce qui lui manque? C'était la femme. Il n'est pas bon, disait dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une femme pour lui tenir compagnie. Oui, pour lui tenir compagnie et puis lui permettre de mieux vivre. D'accord. Et voilà. Quel est le bilan qu'on peut faire depuis la célébration, le début de la célébration à nos jours en Afrique? Bon, en Afrique, en fait,
pour la journée internationale de la femme, les gens avaient transformé ça en des festivités. C'est notre fête, on prend un pagne, on écrit journée de la femme, égalité, ceci, cela. Vous en avez pris cette année. On porte les habits et puis on s'amuse, on joue, on danse et tout. Mais fondamentalement, ce n'était pas bienvenu parce que ce n'est pas pour fêter, c'est pour que nous puissions réfléchir à notre condition de femme, tout ce que nous vivons comme inégalité, réfléchir à ça et trouver quelques solutions à nos problèmes, à nos vécus quotidiens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'homme se prend toujours pour le plus fort, le supérieur de la femme, et il tente d'en faire ce qu'il veut. Or, tant qu'il n'y a pas une parcimonie au niveau de la famille, qui est le foyer et le premier noyau fondamental, rien ne peut aller ni dans la société ni ailleurs. La femme est le centre du monde. La femme est le centre du monde et personne ne peut me discuter ça. C'est une affirmation. Je persiste et j'insiste que la femme est le centre du monde. Voilà, donc les festivités ont commencé par changer. Depuis surtout qu'on a commencé par choisir un thème pour les manifestations, on réfléchit sur le thème et on se met ensemble au finish, on peut manger et boire. Mais avant, il faut réfléchir fondamentalement sur le thème de l'année. En dehors de ça, on doit réfléchir aussi, sinon il y a des actions qui se mènent pour aider un peu la femme à être plus indépendante. Et donc, on fait des activités pour aider à détecter par exemple le cancer de sein, le cancer du col utérin, pas mal de maladies qui concernent spécifiquement les femmes pour les aider à mieux vivre. Donc, c'est un peu ça. En dehors de ça, le bilan qu'on peut faire, c'est que on a pris pas mal de lois pour aider à réduire les écarts. Ça, c'est déjà les efforts que les gouvernements font. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Si nous venons dans notre contexte béninois, par exemple, jetons un coup d'œil sur le gouvernement béninois. Sur 24 ministres, il n'y a que 5 femmes. Donc, ça fait à peine 20%. Le 5e, si on fait un calcul rapide. Au niveau de l'Assemblée, pour prendre ces deux institutions, au niveau de l'Assemblée, sur les 83, on a combien? On a 7 femmes. Donc, quand on fait le point, on voit que, bon, peut-être qu'il y a des efforts, parce qu'au moins les femmes sont libres maintenant de s'exprimer, d'aller dans les sphères politiques pour dire ce qu'elles pensent. Dans les grandes institutions. Dans les grandes institutions, elles font des efforts et tout. Mais ça ne porte pas encore bien. Et pourquoi ça ne porte pas bien? Voilà. Dans notre tradition, est-ce manque de volonté de la femme ou quoi? Non, moi je dis il faut compter avec les hommes. Moi je vais étonner les gens. En tant que femme, je ne suis pas féministe, je ne sais pas, à outrance. Je dis il faut être réaliste. On ne peut pas, sous le couvert de la parité, dire que oui, on peut tout avoir, on va faire ci, on va faire ça. Si nous ne comptons pas avec les hommes, ils ne concéderont pas. Est-ce que la femme comprend mieux le contexte de la parité d'abord? Et c'est ça qu'il faut s'appliquer à faire. Il y a ce travail fondamental à faire, à sensibiliser les femmes. Parce que moi j'ai participé à une vidéoconférence avec l'ENA de Paris, où il y avait les femmes qui sont venues faire des témoignages. Et il y a une femme ministre de la Belgique qui a fait un témoignage pour dire qu'elle a dû faire des appels de pied à des hommes pour que, au finish, elle ait 30 à 50% de femmes dans l'Assemblée. Ça, c'est clair. Si on ne sait pas comment faire, si on ne regarde pas de près nos stratégies, les hommes sont têtus. Qu'est-ce que vous pouvez leur arracher? Il faut les amadouer. On sait là où on arrive à les avoir. Et donc, ces stratégies-là sont nécessaires. Dans nos luttes,
Parce que ce n'est pas, c'est pas des combats avec des armes, où il faut dire non, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Les textes sont là. Donc, est-ce à dire que la femme doit pouvoir s'imposer? Bon, elle va s'imposer sans l'homme. Les deux sont complémentaires. Elle ne peut pas s'imposer sans l'homme. Parce que la belle preuve, on nous a concédé une parité par les tests, oui ou non. Mais quand on est allé aux élections, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu une femme qui voulait être présidente au Bénin, mais ce n'est pas les hommes qui l'ont fait tomber. Ce n'est pas les hommes qui l'ont fait tomber. C'est les femmes. Parce que la majorité, c'est 52%. Et la majorité se trouve être du milieu rural. J'ai menti? C'est ça. Alors, les femmes du milieu rural se disent, mais écoutez, quelle femme va venir gouverner nos hommes? Moi, mon mari ne sera pas gouverné par une femme. Donc, par rapport à tout ça, moi, je pense qu'il faut que nous changions de stratégie. Parité, parité, d'accord. Mais combien de femmes intellectuelles des mêmes rangs que les hommes osent aller à ce niveau-là pour dire oui, moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Elle peut le faire, mais ce sont les femmes, ses compères, consoeurs du moins, qui vont la faire tomber. Vous reconnaissez que vous avez véritablement du travail à faire, vous les femmes. Nous avons du travail à faire. Ce n'est pas de la blague. Nous avons du travail à faire et donc nous avons intérêt à œuvrer pour que nos stratégies prennent en compte l'existence des hommes qui avaient occupé le terrain avant nous. C'est bien parce qu'ils ont occupé le terrain qu'au fil des ans, nous avons constaté que ils nous prennent pour des gens un peu plus bas qu'eux. Et donc, mais ça ne va pas continuer comme ça. En tout cas. Oui, mais œuvrer, mais comment le faire? Et c'est ce que je dis, il faut savoir les stratégies qu'il faut adopter. Mais donnez-nous quelques stratégies, par exemple. Moi, je me dis qu'il faut qu'on compte avec les hommes. Il faut qu'on compte avec les hommes qui ont déjà occupé le terrain, qui ont des avancées très, très, très importantes par rapport à nous. Et quand bien même nous sommes des intellectuels, quand bien même sans être intellectuels, nous sommes assez intelligents pour comprendre les choses, il faudrait que nous comptions avec les hommes. Il faut qu'on compte avec eux, leur expliquer à chaque fois avec nos doux mots, notre dextérité, qu'ils ont intérêt à nous prendre comme leur égal pour que ça marche depuis la maison jusque dans la société et ailleurs. Donc si nous forçons les choses en disant que nous sommes des égales, ça ne marchera pas. Nous le sommes, mais ils ont des avancées et il faut compter avec ça. Donc selon moi, c'est ça. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire au niveau de nous, les femmes. Mais les femmes communautaires ont-elles compris véritablement leurs droits? Est-ce qu'elles ont compris plutôt le 8 mars, la journée de la femme, ce qu'elle est en réalité? Non, je peux dire que non. Je peux dire que non parce que... Mais ça fait plus d'une trentaine d'années que ça se Oui, qu'on le fait. Mais déjà, au niveau des intellectuels, combien ont commencé par comprendre? Combien ont commencé par oser réclamer leurs droits? Combien ont commencé par œuvrer pour que les écarts du monde soient réduits? Il faut voir ça. Maintenant, sur le plan communautaire, c'est des gens, c'est des analphabètes, excusez-moi, le thème, ce n'est pas une injure, c'est des analphabètes qui sont toujours strictement soumises. Strictement soumises, quel que soit ce qu'elles souffrent. Elles sont courageuses, elles sont battantes, elles se lèvent tôt le matin, elles s'en vont au marché, elles se battent pour ramener ce qu'il faut manger. Alors qu'en ville, nous, on dit non, tu dois contribuer, moi-même je contribue, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et donc, déjà là-bas, c'est des femmes qui sont déjà un peu amputées. Donc, le travail à faire doit être beaucoup plus accentué sur les femmes communautaires que sur celles qui sont citadines. Et donc, il y a un travail fondamental à faire. Elles se battent, elles trouvent de quoi manger. Mais celles qui n'arrivent pas, malgré leur lutte, à trouver de quoi manger, sont strictement liées aux poches de leur mari. Donc, c'est ce que le mari dit qu'elle doit faire.
C'est ce que le mari dit qu'elle doit faire, sinon elle sort. Or, les femmes rurales n'aiment pas laisser leurs enfants partir. Le mari va dire, tu t'en vas, tu laisses mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ça, juste pour ça, reste. Elle subit tout. Donc, il faut un travail à faire là-bas. Donc, il y a manque de sensibilisation, c'est ça? Oui, on en fait, mais il faut encore accentuer. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Pour que ça prenne, il faut du temps. Et on va continuer. Déjà chez nous ici, vous avez vu, au niveau où les femmes sont de grandes intellectuelles, et on ne dit pas qu'elles se reposent, hein, elles se battent. Mais les résultats, au finish, sont comment? Les résultats sont mitigés. On avance à pas de tortue. On me dira que c'est lentement mais sûrement, mais ça peine à venir. On ne dira pas que la tradition aussi joue un rôle aussi sur cette femme-là. Tout à fait. C'est ce que je disais. Parce que les femmes vont dire, ah, on ne doit pas lever la tête. Ah, nos maris sont là. Ah, les hommes sont là. Quand ils sont là, les femmes ne doivent pas être là. Donc par rapport à ça, on se peine. Est-ce qu'aujourd'hui, la modernité laisse toujours place à cela? Oui, mais bon, la modernité permet quand même de se montrer à visage ouvert. De faire la part des choses, vous voulez dire? De faire la part des choses. De se montrer à visage ouvert. Je parle des femmes qui peuvent lutter clairement à visage découvert pour réclamer leurs droits. Mais est-ce qu'on leur concède pour autant ces droits-là? Les tests sont là, c'est un gros effort. Il y a une politique nationale par rapport à ça, hein, soutenue par le ministère des Affaires sociales actuellement. La microfinance permet aux femmes de s'autonomiser quelque peu. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup de sous, mais quand on met ça ensemble, ce n'est pas rien pour le pays. Nous ne sommes pas un pays riche. Mais si le président a fait ces efforts-là de mettre la microfinance à la portée de toute femme qui veut, à travers le projet Lafia. Oui, le projet Lafia, tout ça, et les mobile money qui permettent d'avoir les sous directement au lieu de les mettre dans les mains des bandits. Et des malfrats qui détournent ça pour creuser encore la pauvreté, la précarité. On peut déjà féliciter les efforts sous le PAG. Donc ce n'est pas rien, mais on ne peut pas être satisfait de ça. Il faut qu'on continue à réclamer pour avoir toujours un peu plus. Mais je dis et je continue de dire que nos stratégies doivent prendre en compte l'existence des hommes qui ont déjà pris les devants. Alors, quel conseil pour les femmes qui nous suivent actuellement? Le conseil que je peux donner aux femmes, c'est que on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer, mais il faut que nous sachions aussi que nous ne sommes pas des femmes sans les hommes. Depuis le début de l'existence, nous sommes des femmes à côté des hommes. On se complète. Nous pouvons vivre sans les hommes, mais nous ne pouvons pas vivre bien sans les hommes. Pour mieux vivre, il faudrait que les deux se complètent et que chacun reconnaisse à l'autre sa place et l'aide à l'occuper. Donc c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire aux femmes que il faudrait qu'elles comptent toujours avec l'existence des hommes, avec l'état des lieux qui les montrent comme nos devanciers parce qu'ils ont pris la place depuis toujours. Et donc pour leur arracher ça, ce ne serait pas chose facile. Et donc nous devons nous armer de courage tous les jours et à chaque heure pour qu'ils puissent nous laisser jouir de nos droits. Très bien, c'est la nature qui a concédé cette place noble aux hommes. Oui. Mais c'est la nature aussi qui a constaté que l'homme sans la femme ne peut rien faire. Très bien. Et ça, vous le savez très bien. Merci à vous, Rufine Félicité Agbo. Je rappelle, vous êtes administrateur civil à la retraite. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, merci Madame Agbo. Merci Antonia Dossa.